Génial. Voilà, Parfait. bienvenue à toutes et tous. Bientôt. Voilà, pour ceux qui nous retrouvent en visio et en enregistrement en replay. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir deux grands témoins. Au début, donc Gianluca Meregali, qui travaille au COJO de Paris 2024, qui voilà, nous expliquera un peu ce qui s'y passe et notamment les badges créés dans le cadre là, des Jeux Olympiques de Paris. Et puis Jérôme Grindorge, ensuite, qui a aussi une bonne expérience dans le sport, qui nous partagera bah, ses idées, ses réflexions, voire ses projets. Voilà, merci en tout cas à tous et toutes d'être là voilà, aujourd'hui. Et dans le cadre de ce webinaire Badgeons les Hauts-de-France, les rencontres de la reconnaissance ouverte. Voilà, Ouais. merci. Sandra, est-ce que tu veux dire un petit mot? Oui, je voulais juste faire un. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, la présentation individuelle, bah, ça sera l'occasion de plonger un peu dedans. On avait demandé à chacun d'entre les présents de se présenter avec un sport et finalement pourquoi. Et en fait, ce qui est assez amusant dans ce qu'on a évoqué, c'est que déjà, il y a autant des valeurs que des aptitudes, que des stratégies qui apparaissent dans les différents choix. Il y a le côté individuel, il y a le côté collectif, il y a le côté mixité. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et la deuxième chose que je voulais relever, c'est que certains d'entre vous ont parlé d'open badge. C'est assez amusant parce que, bon, évidemment, nous sommes le collectif Badgeons de France, donc on parle d'open badge, mais on parle avant tout de reconnaissance des compétences, des savoir-être, des savoir-faire, etc. Et ça se traduit ensuite par des open badges, mais voilà, donc on verra un petit peu au travers des exemples et des témoignages de Jérôme et Gianluca, bah, différents usages cette reconnaissance qui glisse vers des badges. Voilà. Alors, Gianluca, à toi, tu voulais présenter quelque chose ou tu y vas comme ça en live? On t'écoute comme tu veux. Faut juste mettre Ton son, ton le micro. micro. Voilà. Pardon, Voilà. ça marche avec toutes les plateformes, hein, c'est toujours la même blague. Euh, Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour d'avoir organisé cet événement et de nous avoir conviés. C'est avec plaisir de partager ce moment avec vous et ces sujets qui me tiennent à cœur, qui tiennent à cœur Paris 24. Alors, j'ai un petit support éventuellement, mais c'est comment vous préférez. L'idée, c'était de donner un peu... Tu peux le partager. Tu peux le Mm. partager. Ok. Alors, là, je dois regarder parce que nous, on n'utilise jamais Zoom. On interdit de Zoom. Donc, si ça marche comme Teams, ça doit pas être très compliqué. Partager l'écran. Ah, Mm. Tu attendez. choisis la fenêtre. Choisir, ouais, je sais, la bonne fenêtre qui devrait être ouverte. Mais là, je ne la vois pas. Je ne trouve pas les documents. C'est bien ouvert. Ouais. Bon. Euh, Pendant que je cherche, Oui. donc le sujet, c'est les badges, la reconnaissance dans le sport. Alors, je sais pas si on est pile point dans le sujet, parce que le travail que nous, on a mené à Paris 24, euh, on travaille dans le secteur du sport, plutôt, surtout dans l'événementiel sportif, et le travail qu'on a mené autour de la reconnaissance des compétences et des open badges est plutôt autour des, euh, des personnes qui contribuent à la réalisation de cet événement, des salariés d'un côté. Très rapidement, je vous montrerai l'open badge, un premier open badge qui était un pilote dans le cadre de la diversité et l'inclusion, mais surtout notre cible principale, c'est les 45 000 volontaires qui vont réaliser des missions pendant toute l'été prochaine et qui permettront justement de présenter au monde entier des jeux exceptionnels. Euh, donc là, très rapidement, les EGS du projet, c'est que Paris 24 déjà a signé en phase des candidatures
un document, une charte sociale dans laquelle il s'est engagé à accompagner les salariés, surtout les bénévoles, pour pouvoir à reconnaître ses compétences, éventuellement nouveautés dans le monde du bénévolat, identifier ou créer une sorte de certification. Avec des travaux de l'EDEC, des grands événements sportifs et culturels, on s'est rendu compte très rapidement que, voilà, aujourd'hui on savait déjà, mais c'était une bonne manière de confirmer que les certificats, les diplômes existants, tout ce qui était inscrit à RNCP, ils étaient incompatibles et avec le statut bénévole, qui sont toujours très orientés salariés, ou en tout cas personnes en activité ou personnes en recherche d'emploi, mais pas avec ces casquettes bénévoles. Ils sont souvent, ces diplômes, ces certifications liées à un parcours de formation de différents niveaux, donc avec une issue, une certification, une qualification, un diplôme à l'issue d'une formation plus ou moins longue. Et surtout que pour une certification, aujourd'hui, on sait que les temps ils sont très très longs et ça ne correspondait pas au temps de vie d'un comité d'organisation. C'est pour ça qu'on s'est orienté sur les open badges. Et comme Laetitia disait, effectivement, il y a plus de 2 ans, j'ai eu l'occasion venir à l'Épique des Lilles et encore, je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées. Serge, Philippe, qui est pas là aujourd'hui, mais Jérôme et Chris et d'autres personnes. Pour nous, c'était une découverte, c'était une phase plutôt exploratoire. Est-ce que l'open badge, c'est quoi déjà? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça pourrait être vraiment le support euh, sous lesquels investir du temps et de l'argent? Et effectivement, ben, la décision a été prise. On allait sur l'open badge et ce qui s'est passé, c'est que on pouvait pas y aller tout seul. Parce que l'idée, l'objectif principal, c'était pas de créer un énième autocollant ou pins des Jeux Olympiques à donner à tout le monde, à coller sur un sac à dos et dire voilà, t'y étais, tu l'as fait, c'est bon. On voulait aller plus loin. Comme je disais dans la charte sociale aussi, c'était une notion d'héritage. Et quand on dit l'héritage, ça veut dire que ça devait aller plus loin voilà, de la durée de vie du comité olympique. Et c'est pour ça, j'avais trouvé entre-temps ma présentation, hein, je suis désolé, mais ça a pris un moment, vous me dites Pas de souci. si vous le voyez. Je suis un peu en avant. Donc, comme je disais, tous ces parcours des EGES, et donc, on a démarré des travaux d'ingénierie et des formalisations par rapport à plusieurs sujets. Les compétences, qu'est-ce qu'on veut reconnaître? De quoi on parle? Et ça, on s'est appuyé sur les travaux LEDEC, qui avait identifié un socle commun de 30 compétences bénévoles dans un périmètre des grands événements sportifs et culturels. Après, on ne s'est pas arrêté là, on avait de la chance, on a la chance Paris 24 d'avoir un peu une force de frappe, on donnait la marque et l'événement. C'est un peu un accélérateur sur certains sujets, et donc on a sollicité plusieurs partenaires institutionnels, euh, professionnels. On a des partenaires officiels, des sponsors, c'est des grandes entreprises qui pouvaient être intéressés. On menait des travaux dans les ressources humaines avec ces partenaires et on a soumis l'idée de l'Open Badge. On a commencé à travailler avec eux du début. Ça, par contre, on ne voulait pas rester, encore une fois, dans une sphère très liée à l'emploi, même si c'était l'objectif initial, cet objectif de créer demain aussi des passerelles entre le bénévolat et le monde professionnel. Mais on avait besoin et du monde sportif et aussi des partenaires, mais surtout des institutions. Parce que c'était ça un peu le gros travail qu'on a fait, c'est mettre autour de la table des institutions privées, publiques, et pour les faire discuter. Quand je dis sur la table, c'était carrément des workshops qu'on organisait avec 20-25 personnes, avec des représentants de plus ou moins tous les logos que vous voyez à l'écran. Et ce travail a permis je me suis fait accompagner aussi par des spécialistes du secteur de badge, dont Maël, qui nous a permis d'animer ces workshops et dire, OK, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut reconnaître, qui est la cible,
c'est les volontaires, mais en attendant, essayons de faire quelque chose un premier test un peu plus pratico-pratique à court terme, et c'est là qu'on allait chercher sur des salariés. Et là, j'insiste parce que ça a été pour moi une grande découverte. Au début, je disais, ah oui, oui, mais le travail d'ingénierie et de définition, c'est le travail, comme dans une formation, qui a pris le plus de temps. C'est comme organiser les Jeux Olympiques. Ils vont durer 3 plus 3, allez, 1 mois et demi à tout casser, mais ça fait plus de 6 ans qu'on les prépare. Donc, c'était un long travail, plus de 2 ans, pour mettre tout le monde d'accord aussi, avoir le même langage, dire, le faire reconnaître. Chacun avait des positions différentes. Et donc, cette ingénierie, c'était essentiel pour pouvoir avancer. Et c'est là que on a donné vie à 2 badges. Euh, un badge, alors je passe aller tout de suite d'abord au badge manager inclusif. Comme je disais, on a souhaité, pardon, j'appuie sur le bouton, ça déroule plus vite que prévu. Mm. Donc, ces premiers badges, c'était plutôt orienté salarié, pas seulement salarié Paris 24, mais salarié aussi partenaire. Et quand on a discuté avec les partenaires, là aussi, on s'est dit qu'est-ce qu'on a en commun, à quoi, qu'est-ce que quel est le sujet commun à nos entreprises sur lesquelles on y tient, et c'était la diversité et l'inclusion. Quand je parle de diversité et inclusion, on parle de handicap d'un côté. On organise aussi des Jeux paralympiques, c'est important de le rappeler, mais pas seulement. La diversité et l'inclusion, c'est la non-discrimination, c'est l'intégration et l'inclusion de toutes sortes de talents, de compétences. Et, euh, et voilà. Et ça, on disait, il n'y a pas aujourd'hui des études, il n'y a pas des diplômes, il n'y a pas de certification qui te permet de sortir de l'école et dit, tu es un manager, en sens large. Hein. On aurait pu utiliser le terme leader, parce qu'on parle de management horizontal, transversal, qui met en place, qui n'a pas forcément fait des formations, mais qui dans sa vie professionnelle et au quotidien, il met en place des actions concrètes pour faire vivre ses valeurs, ses actions et cette idée d'inclusion. Et donc, c'était là important pour nous de prendre un engagement, encore une fois, célébrer ces personnes qui faisaient au quotidien, ils permettaient de vivre ces valeurs et permettait à chacun de performer à son meilleur niveau, peu importe les origines, les difficultés, les handicaps, etc., etc. Et surtout, des managers qui étaient en capacité de faire vivre ces valeurs d'inclusion et de diversité depuis le recrutement, mais aussi dans l'accompagnement et l'aménagement de postes, et aussi comme ambassadeur de cette valeur d'inclusion auprès de leurs équipes et de leurs collègues. Donc tout ça, ça nous paraissait assez intéressant et on ne trouvait pas un outil pour le mettre en valeur, et c'est l'Open Badge qui nous a permis de le construire. Et comme vous pouvez voir, alors j'ai mis des logos partout, c'est pas juste, mais pour faire comprendre que ça n'a pas été un petit travail juste derrière mon bureau tout seul, et j'aurais pas pu faire grand chose. Mais chacun, il a apporté sa pierre à l'édifice. On a interpellé la GFIP, qui est un partenaire institutionnel qui nous accompagne, des entreprises avec les mêmes problématiques, le Cosmos, qui est aujourd'hui c'est le mouvement, pardon, c'est le syndicat patronal du mouvement sportif, auquel on adhère, le Paris 24 adhère à la branche du sport. L'AFDAS, qui est notre opérateur de compétences, qui ne savait pas trop comment positionner sur les badges, aujourd'hui s'est positionné en tant que tiers de confiance. Et on a profité de l'année dernière de la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap pour le proposer et le attribuer à 38 leaders, 38 managers inclusifs. Chez Paris 24, mais chez aussi Sodexo-Live et Carrefour, sont très investis, et donc pour reconnaître voilà, cet engagement au quotidien. Et on a trouvé que c'était très intéressant. Les personnes étaient, si on revient à la reconnaissance, bah, finalement, quelqu'un ait une manière de le reconnaître très officielle, reconnaître formellement des compétences, des actions qui sont mises en œuvre de manière des fois informelle, même si dans un cadre structuré, un cadre professionnel, mais dans lequel ils ne sont pas écrites, par exemple, ces compétences dans les fiches d'émission de ces managers. Voilà. Je vais rapidement, je passais tout de suite à badge.
Enfin, vous voyez, c'est vraiment des compétences très pratico-pratiques avec des actions qui ont été identifiées. Donc, il y a eu un travail pour aussi décider à qui l'attribuer en interne, à un niveau des RH, des référents handicap, mais aussi des équipes de ces managers pour justement valider que ces critères étaient bien présents et donc on pouvait attribuer ces badges. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces premières parties, mais sinon je continue. Alors, euh, Serge, j'ai lu un petit article qui était écrit sur LinkedIn, justement, sur le badge 3.0, et tout à l'heure, j'ai entendu en parler des belles images, espérant que la possibilité de continuer à faire du graphisme aussi, rendre visible aussi avec nos, ces images, nos badges, et puissent continuer avec le nouveau format, le nouveau standard qui sera déployé prochainement dans le monde des open badges. Avec la même démarche, si vous voulez, une fois que ça, on a pu le mettre en place, j'ai dit, bon, maintenant on a compris globalement comment ça fonctionne. On l'a fait pour 38 managers. Maintenant, il y a d'autres managers et la GFIP est en train de le déployer en interne. Et il y a aussi Sodexo qui va continuer à le proposer à d'autres managers. Donc, le badge, on l'a un peu livré, on le laisse en héritage. Maintenant, on l'aura construit et eux, ils vont un parti l'administrer sans trop le détourner pour pouvoir continuer cette reconnaissance au sein de l'entreprise pour leurs salariés. Mais nous, la vraie cible, c'était les volontaires. Alors, pourquoi les volontaires? Parce qu'on parlait dans le monde du sport. J'ai entendu tout à l'heure, pardon les noms, mais on parlait du ministère du sport. Arnaud, je crois, Arnaud, on parlait du ministère du sport, les travaux menés avec le ministère du sport. Ben, c'est ce qu'on a fait avec le cabinet du ministère du Sport et des Jeux Olympiques Paralympiques sur comment reconnaître les compétences des bénévoles. Ça faisait partie du Grenelle du sport d'il y a 2 ans, avait été relancé la journée du bénévolat l'année dernière. Comment les bénévoles en sens large, pas simplement des jeux, on parle de quelques millions de bénévoles dans les secteurs du sport en France, comment reconnaître cet engagement, mais pas seulement, cette expérience pour que ce soit une expérience c'est qu'on met en œuvre, qu'on apprend et qu'on développe, on puisse le faire reconnaître au-delà du bénévolat dans un secteur plus professionnel. Et c'est avec ça que je vais conclure avec l'Open Badge volontaire. Que pour nous, c'était important, c'était cette reconnaissance formelle des compétences développées dans un engagement bénévole et pouvoir les utiliser, donc ouvrir un peu la voie à l'évolution professionnelle en interne et en externe. En interne, parce que je peux être bénévole et je suis salarié, et je peux être bénévole étudiant, et donc ça va enrichir mon bagage des compétences pour ma recherche future d'emploi, mais je peux être demandeur d'emploi, et donc profiter de cette reconnaissance pour la faire valoir, je vous montrerai comment. Je peux être retraité et avoir un badge sympa, plein de couleurs, avec une date, un logo, et à pouvoir présenter à mes petits-enfants, être fier de ce que je fais. Donc, le badge, vraiment, il est adressé à tous les bénévoles. Derrière les bénévoles, le terme bénévole, il y a plusieurs catégories, plusieurs statuts, et c'est pour ça qu'on a voulu être très large. Et pour revenir aux compétences, on a ciblé vraiment pas simplement l'engagement, mais les compétences, et on ne parle jamais des compétences acquises. Ça, je le laisse à Jérôme et aux grandes écoles, ou en tout cas les instituts de formation comme celui de Thomas ou de BP JEPS, de mettre en place des formations avec des blocs de compétences, avec des examens qui permettent d'attester l'acquisition de certaines compétences, et donc derrière attribuer, pouvoir décerner des diplômes de certification. Nous, l'objectif, c'est pas acquérir des compétences, mais surtout les développer avec des actions concrètes. Et aujourd'hui, on parle surtout des compétences transversales. Là, vous pouvez voir le référentiel qui a été utilisé, qui a été travaillé entre-temps avec France Travail et la Caisse des dépôts. Pourquoi avec France Travail? Parce que surtout sur des compétences transversales, on sait que la même compétence, je prends une au hasard, organiser son activité, je peux la formuler à 1000 manières différentes, juste en fonction de
le pays d'où je réside, la région, la ville, qu'est-ce que j'ai mangé à ce moment-là, l'idée qui m'est passée par la tête. Et donc, souvent, on dit tous la même chose, mais de manière différente et on ne se comprend pas. Nous, on a fait un choix, c'est un choix très euh, personnel de Paris 24, de pouvoir s'appuyer sur un langage, au moins en France, un parti, disons, universel, c'est-à-dire le langage du référentiel Rome 4.0. Euh, et pourquoi ça? Parce que la Caisse des dépôts utilise le même langage. France travaille dans le cadre de sa fonction d'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, utilise ces langages. La VAE et les montages des dossiers utilisent le même langage et aussi les conseillers en développement professionnel, en évolution professionnelle utilisent le même langage. Donc, on s'est dit, il faut qu'au moment où on rentre, on puisse parler tous la même langue pour se comprendre et pour faire sorte que c'est qu'un volontaire, un bénévole qui sort de ces secteurs-là, aujourd'hui, il est un peu à part, puisse y rentrer et tout de suite se faire comprendre. Faire comprendre par ces institutions, par de l'État, par les entreprises, et surtout pouvoir l'inscrire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des critères, on a pu, ce qui est intéressant, on a pu travailler, et ça a été validé. Alors, première action, je pense que vous le savez, c'est que, pas nous qu'on l'avons fait, mais on a un peu poussé avec la DGEFP du ministère du Travail. Aujourd'hui, l'Open Badge, entendu comme reconnaissance, est inscrit dans les textes des lois du Code du travail. Pourquoi? Parce que ils ont dû amender des articles de loi concernant la partie sur le plein emploi pour permettre à la Caisse des dépôts d'intégrer dans les futurs passeports de compétences, qui va être mis en œuvre, il a beaucoup de retard, mais lancé en avril et sera officiellement accessible au grand public fin 2024. On a décidé avec eux d'intégrer cet Open Badge et faire reconnaître ses compétences. Donc, les compétences et l'Open Badge, j'ai fait les jeux volontaires de Paris 24, ça le premier Open Badge qui sera inscrit, enregistré dans le passeport de compétences de la Caisse des dépôts. Donc, les compétences seront garanties par la Caisse des dépôts. Et pour s'y faire, on a dû, encore une fois, revenir à ces langages un peu, excuse-moi les termes universels, qui est le ROM 4.0. Donc, tout ça pour dire nous, on avait vraiment l'intérêt de lui donner, là on parle, je reste pas dans l'aspect philosophique vers les reconnaissances ouvertes, c'était plutôt concrètement quelle est la valeur d'usage. J'ai fait les jeux, j'ai respecté mes critères, j'apprends des choses, je développe des choses. Qu'est-ce que j'en fais derrière? Est-ce que c'est juste une attestation? Est-ce qu'encore une fois, c'est un badge, c'est un pin ou ça va me permettre de demain l'exploiter? Et effectivement, qu'on a pu faire, c'est que ces open badges, et c'est notre objectif, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les open badges, ils sont utilisables sur des CV, sur les réseaux sociaux, je peux les afficher, je peux les mettre sur le passeport, open badge passeport pour les diffuser, pour les faire endosser par des pairs, par d'autres organisations et les faire reconnaître. Et nous, on allait un peu plus loin, on a fait sorte que de fin 2024, il soit déjà inscrit le Open Badge volontaire dans le passeport des compétences. Je parle de ça, mais je pense que tout le monde est au courant de quoi il s'agit. C'est un complément du CPF. Et dans les passeports de compétences, on retrouvera tous les diplômes, les certifications, les qualifications, même les permis et les compétences développées tout au long de sa vie. Et ça permettra le passeport des compétences de garantir par la Caisse des dépôts ses compétences et mettre des CV électroniques garantis, mais aussi alimenter, par exemple, et c'était ça un peu l'objectif, permettre à ces compétences de l'Open Badge d'alimenter, alors ça ne sera pas suffisant bien sûr, mais alimenter des dossiers de VAE pour, grâce à une expérience bénévole. Voilà, ça c'est le parcours et la finalité. On y est aujourd'hui. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est fait. C'était un peu une vision il y a 2 ans, 2 ans et demi. Aujourd'hui, c'est réalisé. L'Open Badge s'est inscrit
en septembre-octobre, les 45 000 volontaires, ils vont recevoir leur Open Badge. J'ai fait les jeux et les compétences inscrites dans la caisse de dépôt. Mais les Open Badges, ils ont une structure, parce qu'aujourd'hui, l'Open Badge, encore une fois, c'est open, comme la reconnaissance ouverte. On peut aller dans tous les sens. On peut faire des Open Badges sans forcément c'est greffé à un ROM 4.0. Nous, c'était un choix qu'on avait fait, encore une fois, j'insiste, hein, c'est vraiment je parlais tout à l'heure des Laval, on a choisi vous regardez le tour du monde, ils ne suivent pas tous la même ligne droite. Chacun a choisi son parcours pour aller à destination. Donc, on a choisi, nous, un cap différent, et qui, pour nous, c'était important. Et donc, voilà pour les Open Badges et la reconnaissance dans le monde du sport, notamment du bénévolat, pour une reconnaissance qui soit durable et qui soit aussi pour nous un héritage des Jeux. Demain, les volontaires, ils ont eu l'expérience des Jeux. C'est ça qu'ils vont garder dans la mémoire, dans les cœurs. Mais ce qu'ils auront besoin pour des passerelles d'emploi, ben, c'est Open Badge, les compétences et comment a été structuré, comment a été reconnu sa valeur en usage. C'est ça qu'on laisse un héritage et qu'on laissera un héritage aussi à qui va s'en occuper, notamment les mouvements sportifs, mais pourquoi pas les OPCO, ils sont en train de travailler avec les branches pour pouvoir utiliser ce type de reconnaissance au sein des branches, dans différents secteurs. Et je m'arrête là, pardon, j'ai beaucoup parlé, je voulais juste donner toute l'historique et l'aperçu du travail. Pour information, je termine l'Open Badge volontaire pour voir, c'est que aussi, vous savez très bien quand on parle d'endossement, aujourd'hui, les marques qui sont affichées à l'écran sont à date les endosseurs officiels, donc inscrites, encodées dans l'Open Badge, j'ai fait les jeux. Vous pouvez voir, il y a tout, il y a des organisateurs, il y a mouvements sportifs, il y a les ministères, il y a les OPCO, il y a des organisations dans notre secteur, il y a des entreprises et l'idée c'est demain d'ouvrir. Alors, il y a des grands groupes, mais parce que pour l'instant, on est obligé aussi de s'adresser exclusivement à nos partenaires officiels et, pour des problèmes d'accord, des contractualisations. Demain, dès que Paris 24 se termine, l'idée c'est pouvoir élargir à tous ceux qui voudront reconnaître. Et quand on dit endossement, c'est dire, demain je suis volontaire, je suis un chef d'emploi, je vais voir Orange. Bien sûr, j'aurai besoin de compétences plus spécifiques pour avoir un job chez eux, si c'est un travail technique, mais d'un point de vue de compétences transversales, de soft skills, si on peut utiliser ce terme, voilà, c'est des entreprises qui reconnaissent le badge, reconnaissent ce qu'il y a dedans, reconnaissent ce que la personne a pu développer au cours de cette expérience. Je m'arrête là, encore. J'ai pris Merci un peu de temps. beaucoup, Gianluca. C'était très, très intéressant. Il y a plein de choses qui sont passées, je pense. Je ne vais pas réagir. Moi, je vais plutôt laisser réagir les auditeurs qui sont vous. Allez-y. Je ne vois pas de questions pour l'instant dans le chat. Ah si, je vois une question d'Arnaud. Y a-t-il une animation de la communauté des bénéficiaires de ces badges? Excellente question. Oui, oui, Oui. oui. Alors, Alors, pour les bénéficiaires de l'Open Badge Manager inclusif, l'animation est faite plutôt dans l'entreprise. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu une animation avant, pendant et après. Avant pour communiquer, faire comprendre. On sait très bien que les Open Badges sont encore des outils très, très inconnus par le bataillon, hein, par le grand public. Même moi, je travaille beaucoup avec des DRH, des directeurs, directrices learning, formation des grands groupes. Open Badge, ouais, peut-être j'ai entendu, peut-être que, à part Carrefour, hein, parce qu'il est impliqué depuis des années, mais donc ça, c'était une première information. Voilà c'est quoi et voilà pourquoi on vous le propose et qu'est-ce que ça va vous servir. Ensuite, il y a eu un peu rendre la chose, un peu de scénographie, la cérémonie. Au début, on n'a pas fait tout le temps. Et après, il y a l'animation par la suite. C'est-à-dire, une fois que j'ai lu, qu'est-ce que ça comporte l'entreprise et chaque entreprise, elle a mis en place son animation, son, son réseau de managers avec le badge, etc., etc. Pour les volontaires, on est en train de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on vient de communiquer
la semaine dernière, on a une newsletter d'engagement de 45 000 volontaires. Et la semaine dernière, on a officiellement informé les volontaires de ce badge. On leur a envoyé d'images, on leur a expliqué de manière très synthétique de quoi il s'agit, à quoi ça va servir et comment et quand ils vont le recevoir. Il y aura une autre communication avant les jeux, il y aura une communication au moment de l'attribution des jeux. Donc, il y a tout un suivi justement pour que se voir tomber dans la boîte mail quelque chose qui peut être même du spam et qu'on met des mots de cliquer dessus parce que j'ai des compétences. Aujourd'hui, on sait que c'est le premier mail qu'on va mettre à la poubelle. Donc oui, faut mettre de la communication tout autour et porter ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il ne se porte pas tout seul. Mhm. Pas encore. Ok. Est-ce que ça répondait à ta question, Arnaud? Oui, parfaitement. Ok, merci. D'autres questions? Serge? Yes, Serge qui a levé la main. Allez. Si on prend le volontariat, c'est une pratique, hein. Donc, je pense que oui. Ah, c'est juste pour annoncer qu'il y a une réunion qui va commencer dans un quart d'heure. Donc, il y a une pratique qui est le volontariat autour euh, des mouvements sportifs, hein. On reconnaît les compétences, hein, et on dit, avec ces compétences-là, vous allez pouvoir trouver un emploi. Bon, Mais, c'est pas si direct, Serge. oui, oui, c'est pas si direct, mais on dit, trop magique. on va reconnaître les compétences, et puis en reconnaissant les compétences, ça peut vous aider à trouver un emploi. C'est pas que vous allez retrouver un emploi, ça peut vous aider à trouver un emploi. Et ce qui me surprend, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas aussi la valorisation de la pratique du volontariat elle-même, à savoir que avec ce badge-là, c'est pas simplement ça vous aider à trouver un emploi, mais ça vous rend visible aussi comme un praticien de l'accompagnement d'activités sportives. Et donc, une des ouvertures, un des débouchés, ce soit aussi la reconnaissance de cette pratique et engager les personnes à développer ces pratiques-là. Donc, est-ce que ça a été… Je suis d'accord avec toi, Serge. C'est pour ça que dans nos travaux avec le ministère du Sport, notamment, nous, volontaires, c'est le terme spécifique à Paris 24. On a utilisé aussi, on a intégré l'élément bénévole, ça reste plus large. Et quand je dis je suis d'accord avec toi, je pense que c'est la suite, mais pas forcément une suite chronologique, c'est la suite en parallèle. Enfin, on peut avoir les deux. Nous, on a dû faire un choix. On avait peu de temps. La ressource, c'était celui que vous voyez devant l'écran. Peu de temps, un budget. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on privilégie? Si on privilégie pour Paris 24 juste le fait de reconnaître la pratique bénévolat, on risque de ne pas laisser ce qu'on souhaitait et répondre aux engagements dont je vous ai parlé tout au début, de la charte sociale, c'est des engagements pris en face des candidatures vis-à-vis de l'État. Donc, au bout d'un moment, on s'engage, on dit une chose, on va la faire. Mais rien n'empêche que je pense que c'est pour aller plus loin et pour élargir ces champs du bénévolat dans le sport, grâce aussi à cette renaissance avec les open badges, c'est une piste à explorer. Et si demain je vais me retrouver dans une organisation dans ce sens-là, c'est avec plaisir de pouvoir en discuter pour le mettre en place ensemble. On se retrouve après les Jeux, alors. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Et on va voir là avec, je vais prendre d'autres questions s'il y en a, mais on va voir aussi avec le témoignage de Jérôme qui a d'autres angles autour de ces pratiques sportives, de toutes les compétences. Et on va voir que certainement, il y a l'idée, en tout cas c'est ce qu'on a avec Chris derrière cette thématique-là et d'autres, c'est de plutôt proposer des badges de communauté de pratique dans lequel peuvent absolument s'intégrer des personnes qui ont le badge manager inclusif, tout comme des personnes qui ont le badge volontaire ou d'autres encore qui sont relatifs au sport, aux différents champs du sport. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Comment faire en sorte que cet héritage des JO puisse être capitalisé et prolongé dans le temps? Alors, comme je disais, rien ne fait que le badge sera inscrit dans la caisse de dépôt. Donc, c'est comme s'il y a
enregistré et garanti par la Caisse des dépôts, autant que, pas en termes des valeurs, mais au même, au même niveau, pardon, je n'utilise pas le bon terme, mais c'est enregistré autant qu'un diplôme, un certificat, une qualification. Il n'y aura pas la même valeur, mais c'est inscrit de la même manière dans la Caisse des dépôts. Donc ça, il va le rendre, il va y donner cette continuité après Paris 24. Maintenant, les endosseurs que vous avez vus, pour la partie bénévolat, par exemple, il y a le ministère du Sport et tous les mouvements sportifs qui sont intéressés, le Cosmos d'un côté et les deux comités olympiques et paralympiques qui sont intéressés pour le récupérer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont attribuer le même badge, mais en se basant sur ces badges-là, pouvoir en construire d'autres. Et pourquoi pas, ce que Serge proposait, envisager de toujours pour continuer cette reconnaissance des bénévoles, parce que les bénévoles, ils ne s'arrêtent pas déjà aux Jeux Olympiques et en plus, ils ne s'arrêtent pas au mouvement sportif. Là, on parle du sport, donc il y en a vraiment, mais pourquoi pas demain, un bénévole dans un secteur associatif autre que le sport, il pourra développer des compétences ou en tout cas des associations développer des bénévolats via cette reconnaissance. Voilà, c'est ça l'héritage. Et concernant l'Open Badge manager inclusif, ben, l'avantage, comme vous avez vu, on l'a construite, co-construite et co-émis avec des entreprises qui l'ont repris et qui vont le développer, peut-être encore émettre celui-là, mais le faire évoluer, le adapter à leurs besoins et ça sera ça l'héritage de la continuité. Non, je pense que ce qui était intéressant dans le manager inclusif, c'est que ça s'adressait aux managers, c'est-à-dire c'était aussi la volonté de ne pas s'adresser simplement au bas niveau de qualification, aux gens sans qualification, c'est-à-dire aussi des badges, c'est pour tous. Donc aussi, Ouais. c'était aussi une façon d'être inclusif vis-à-vis des managers que de Mais proposer c'est le nous, badge inclusif. t'as raison Serge, on n'a pas fait ce choix, même si on a eu beaucoup de sollicitations, il faut aller vers un badge ouvert à tout le monde. C'est pour ça que les bénévoles, on a toutes les catégories. On n'a pas fait de distinction. Et manager, c'est aussi un choix pour cibler une population assez restreinte. On aurait pu faire à tous les salariés, mais une première population restreinte, parce que c'était aussi un pilote. Et rien n'empêche que demain, il peut être élargi à toutes sortes de collaborateurs, collaboratrices qui met en place les mêmes actions et qui permet un vrai développement de la diversité et de l'inclusion au sein de son organisation. Donc, c'est un point de départ. On a travaillé sur tout ce que vous faites depuis des années. Encore, je remercie tous ceux qui développent ce sujet depuis des années. Nous, on est arrivé un peu à la fleur au fusil, où on a pris et on a fait des choix, on a fait des développements ciblés. Maintenant, on a laissé un peu d'héritage, mais ça ne veut pas dire que, voilà, que ça va être là. C'est un peu un point de départ pour développer et diversifier aussi. En Ouais, tout cas, vous c'est êtes des très... super VRP, vous avez mis le pied dans la porte de la Caisse des dépôts. Euh, Merci. moi- C'est moi le moi- VRP, Serge. Tu l'as, l'équipe Open Badge des Palais 24, tu l'as devant les yeux. Ma DRH m'a dit, il faut le faire, vas-y. Alors, les VRP, c'est pas compliqué, Serge, c'est que quand tu arrives avec un peu, il faut être honnête, hein, quand tu arrives avec la marque Paris 24, qui a, qui fait bouger des choses, ça ouvre pas toutes les portes, mais ça fait bouger les choses, ça a permis, et il faut dire aussi une autre chose, que la démarche a démarré en étroite collaboration avec la DGESP. La DGESP, il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui l'intérêt des DGESP, le ministère du Travail, c'est l'emploi, la formation professionnelle, les compétences. Donc, eux, ils avaient un intérêt, nous, on avait un intérêt, et c'est là aussi des VRP dont tu dis qui nous ont permis d'aller un peu plus loin. Donc, maintenant, ce que j'ai dit à tout le monde d'en profiter. C'est-à-dire que la caisse de dépôt aujourd'hui est ouverte. Demain, il va accepter tous les badges à condition qu'ils soient ponctués d'une certaine manière. Si je fais juste un badge de participation à une autre conférence, peut-être ils vont dire, bah, il n'y a pas un lien avec des compétences, on ne peut pas l'inscrire de la même manière. Et sur d'autres badges où les compétences ils sont vraiment mises en avant, en valeur et qui sont construites d'une certaine manière, à partir de 2025, les badges, les open badges et les reconnaissances, ils sont intégrés
dans le passeport de compétences de la Caisse des dépôts. Donc, c'est là aussi l'héritage. Maintenant, il faut, pour ceux qui sont intéressés, le saisir, y travailler dessus et pouvoir développer une partie de la reconnaissance ouverte des open badges dans ce sens-là. Ça n'a pas que ça, bien sûr, hein. Ouais, une belle ouverture. Alors, je vois le temps qui file et c'est très intéressant. Je vois d'autres questions. Chris qui pose la question de dire le badge volontaire sera-t-il directement envoyé aux volontaires ou bien via un formulaire de demande? Ça, c'est un peu technique, mais Alors, est-ce que vous on est répondez? encore en train, les deux. Les On deux? est en train, oui, on est en train de voir. Parce que vous savez, nous, on travaille comme beaucoup parmi nous en France avec Open Badge Factory. Euh, et donc, il y a plusieurs possibilités. Une idée initiale, c'était un formulaire, mais automatique. Nom, prénom et adresse mail, parce que nous, on aura les critères, on pourra les évaluer en amont. En amont. Après les jeux, mais on aura nos outils pour piloter les critères, la validation des critères. Là, on est en train de voir s'il a envoyé, le problème qui a envoyé 45 000 mails via Open Badge Factory, ça risque de créer du spam, du blocage, et eux, ils sont pas en capacité de les envoyer tout d'un coup. Donc ça, c'est une démarche, mais c'est de la technique. Mais en tout cas, ils sont envoyés. Et pour répondre à la question, est-ce qu'ils sont les volontaires obtiennent un estampillé officiel à CDC pour entrer passeport compétences. Mais la démarche qu'on a fait, les volontaires, ils n'ont rien à faire parce que nous, Paris 24, il devient certificateur comme une grande école, on organise des formations. Donc, on va envoyer les informations du badge directement à la caisse et après, on enverra les données des volontaires, données non sensibles, hein, nom, prénom. Et c'est la caisse qui va les matcher pour dire, OK, Chris Delpierre, il a eu son badge et effectivement, il est inscrit dans notre base. Donc, Chris Delpierre, dans son passeport de compétences, il y aura son diplôme, sa qualification, sa formation et son open badge avec les compétences garanties par la Caisse de dépôt. Et non, ils ne seront pas enregistrés dans les répertoires spécifiques parce qu'encore une fois, le badge n'est pas une qualification, n'est pas une certification. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est une alerte des remarques des branches. On ne va pas empiétiner sous le secteur des certifications, du répertoire spécifique URNCP. C'est une reconnaissance. C'est le terme utilisé. Ils utilisent aussi le terme open badge, puisque c'est un des termes les plus. Mais ça reste à niveau d'une reconnaissance. Donc, ça n'a jamais inscrit dans ces régies. Ok, merci beaucoup d'avoir anticipé la question suivante. Je vais donc passer la parole à Jérôme. Merci beaucoup en tout cas, disponible, pardon, je t'interromps, disponible même à distance par mail pour prendre le temps de discuter avec chacun d'entre eux. Super, Merci, bah, je pense que tu auras certainement des nouvelles. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Alors, Jérôme, tu veux passer ta presse? Bah, oui, elle a été faite pour ça. Ah ben oui, non, mais ma question, c'était de savoir si tu voulais la présenter toi ou si moi je la mettais. Mais c'est peut-être plus simple Ouais, si toi tu la partages. je Comme pense ça, tu que maîtrises ton timing. Voilà, je devrais m'en sortir. j'ai aucun doute. Ouf. Est-ce que vous la voyez full screen là? Oui, Ok, donc le style un peu rétro est voulu. C'est-à-dire, je voulais trouver un support pour essayer de revenir sur le mouvement un petit peu que l'on considère ici comme un petit peu trop prononcé sur la formalisation de l'open badge et peut-être de revenir sur l'origine de la reconnaissance et dire qu'effectivement les open badges ont été un accélérateur de particules sans nom pour en parler, mais que finalement l'appropriation de cet outil numérique va peut-être dans le sens, enfin, pas un contresens, mais quelque chose qui irait peut-être à rebours sur sur la partie reconnaissance. Donc, je ne sais pas si d'ailleurs il faut toujours expliquer pourquoi on a choisi ces fonds d'écran, mais en tout cas, je voulais le faire ici avec vous. Sur, donc là, on va plutôt parler des sportifs de haut niveau. Donc, si Gianluca et de circonstance a insisté largement sur la partie reconnaître les investissements des volontaires et des bénévoles sur les grands événements sportifs, nous on s'est plutôt intéressé
aux sportifs de haut niveau, mais en tant qu'individu. C'est-à-dire que je rejoins la chose, est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par des référentiels de compétences pour savoir rapidement ce qu'est un sportif de haut niveau? Et puis finalement, lorsque le sportif est en capacité de nous dire le nombre d'heures passées soit dans son véhicule, soit sur les terrains sportifs, pour pouvoir vivre de son talent et de sa passion, on pourrait déjà faire une communauté de pratique, des gens qui se ressemblent sur ces statuts-là. Donc en fait, un sportif de haut niveau, avant même de lui parler de reconnaissance et de compétences, c'est d'abord un individu qui, et les sportifs de haut niveau se ressemblent tous là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a très facilement sur la pratique de l'investissement, sur la pratique des personnes rencontrées, que ce soit dans le corps médical ou dans la partie sponsoring ou journalistique, ni plus ni moins, ce sont des pratiques partagées. Donc, et c'est un petit peu le deuxième point, c'est-à-dire que finalement, reconnaître un sportif de haut niveau, c'est peut-être les aider aussi à avoir des périmètres ou des écosystèmes de reconnaissance permettant finalement de mettre des mots sur des choses qui, en première instance, ne seraient pas intéressants pour eux. Et à ce titre, je vous donnerai quelques anecdotes sur la VAE des sportifs de haut niveau qui arrivent sur nos bancs universitaires. La volonté aussi de mettre le doigt sur ce que j'ai appelé, moi, un informel non consigné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est la transition avec cette anecdote, c'est que nous organisons des jurys de VAE régulièrement sur notre campus universitaire et on reçoit chaque année 2-3 sportifs de haut niveau qui, à 30-35 ans, ont les genoux brisés et puis le corps meurtri par leur surinvestissement sur leur pratique et qui veulent revenir chez nous, passer une licence, un bachelor ou un master. Et puis finalement, lorsqu'on les aide avec vous connaissez parfaitement, je pense, ces moments de VAE où en fait on fait rencontrer une vie d'un individu à un référentiel de compétences et c'est un moment assez vertigineux dans la mesure où le sportif, en levant les yeux au ciel, essaie de réfléchir quand, dans son expérience, il a pu témoigner en tout cas d'une forme de pratique reconnaissable dans un référentiel. Et je me souviendrai toujours de ce propos d'un sportif de haut niveau, et je vous le dis tel quel. Il nous avait dit, si j'avais su pardon, que ces compétences valaient de l'or, je les aurais mis au coffre-fort. Et de cette réflexion-là, on s'est dit, mais comment aider les sportifs de haut niveau à se raconter via leur pratique comme étant finalement des personnes qui excellent sur des niveaux de compétences qui, finalement, être compétent, ce n'est simplement qu'un niveau moyen d'un agir. Et alors, que faire de ces sportifs de haut niveau qui ont poussé les compétences à des niveaux de virtuosité qui, aujourd'hui, ne peuvent apparaître dans aucun référentiel, bien évidemment. Et enfin, parler de formel inversé, c'est un peu le propos de la toute nouvelle licence complètement dédiée aux sportifs de haut niveau et full distanciel qui va se lancer en septembre 2024. C'est de remettre le formel à la fin de la trajectoire ou du continuum, appelons-le comme ça, pour dire finalement, à partir d'une verbalisation d'une communauté de pratique, proposons à partir de cette verbalisation et à partir de cette communauté de pratique, quelque chose qui permettrait de lutter contre des fausses césures. Alors, bien évidemment, et je pense qu'on est la seule université à le faire, et à ce titre, il y a eu une réunion je ne sais pas si vous êtes au courant, mais chaque université doit avoir son référent sportif de haut niveau. Et il y a eu une réunion l'année passée à Paris sur les référents. Et l'UPHF a eu une tribune, un moment où elle a pu exposer ce qu'elle faisait pour reconnaître le statut et non pas les compétences. Parce que bien évidemment, être sportif de haut niveau et être étudiant sportif de haut niveau, c'est deux choses. Nous avons le statut de sportif de haut niveau est un statut reconnu par le ministère des Sports, et le statut étudiant sportif de haut niveau est un statut reconnu par l'université. Donc bien évidemment, si vous appartenez aux listes ministérielles, de droit, vous avez le statut de sportif de haut niveau. Mais on avait aussi pas mal d'étudiants qui s'engageaient corps et âme dans leur pratique et qui, témoignant d'un niveau de pratique par jour, par semaine, d'éloignement de compétition, etc., convenaient aussi une certaine forme de reconnaissance. Donc, on s'est dit qu'il était peut-être aussi intéressant de pouvoir donner à ces individus
au regard de leur surinvestissement, de leur engagement dans les pratiques et culturelles et sportives, un statut. Et donc, vous avez 3 statuts, un statut dit bronze, un statut argent et un statut or. Et les 3 statuts, via l'Open Badge, donc les étudiants déposent un dossier attestant le niveau d'engagement de la pratique sur des taux hebdomadaires ou des taux journaliers, le niveau de compétition dans lequel ils sont engagés, et à ce titre, la commission se réunit pour attribuer un statut, enfin, soit pas du tout, soit un bronze, un or ou un argent. Et en fonction de la couleur du statut, ça leur donne des privilèges pour pouvoir s'absenter sur les travaux dirigés et aussi d'avoir des aménagements sur la passation des examens. Et donc, le ministère a trouvé ça très intéressant parce qu'on voudrait, nous, en termes de privilèges, que les personnes disposant de cet Open Badge, et ce, de façon nationale, puissent à un moment donné faire communauté. Notre idée est de déployer donc cette reconnaissance statutaire d'étudiants sportifs de haut niveau afin de permettre, lors de la mobilité des sportifs, de pouvoir éventuellement contacter un sportif sur la région ou le pays dans lequel je me déplace. Je vous donne un exemple, je suis étudiant sportif de haut niveau, j'ai un des 3 badges, et je me rends dans une compétition à l'autre bout de la France. Le fait de pouvoir peut-être prendre contact avec des personnes sur place pour pouvoir avoir des informations sur des rendez-vous médicaux ou des salles de sport permettant de s'entraîner, ou que sais-je, sur la restauration ou autre. Notre idée, c'était de dire, bah voilà, à partir du moment où il y a une communauté qui se ressemble par sa pratique, peut-être réussir à les mettre en contact. Et l'Open Badge est une occasion un peu décalée, non pas simplement de reconnaître des compétences, mais de pouvoir appartenir à une communauté d'entraide sur des déplacements et de la mobilité. Il n'y a pas le son là, par contre. Donc, pour faire la transition avec ce que je disais précédemment, c'est que là, bien évidemment, lorsque vous avancez avec une enquête d'1 an et demi, avec et les athlètes et les parents d'athlètes, alors pourquoi on y associe les parents d'athlètes? Parce qu'ils sont vraiment des parties prenantes de la réussite de cette trajectoire d'excellence. Et on a essayé de les faire verbaliser sur les pratiques. Et en disant, mais alors du coup, c'est quoi votre quotidien? Ça ressemble à quoi? Et ils ont verbalisé un nombre de choses, de pratiques, qu'on a finalement ici réussi, hop là, à consigner dans un répertoire et un référentiel. Donc, Sandra nous demandait de savoir de où on parlait, bien évidemment. Lorsqu'on rentre, même si on a une idée d'inverser le propos de l'informel vers le formel, bien évidemment, je sais pertinemment la chaise sur laquelle je suis assis. Et il fallait bien évidemment faire atterrir cette verbalisation d'une communauté de pratique sur un référentiel de compétences. Mais c'est bien ce sens-là qui a été opéré. C'est-à-dire qu'on a essayé de regrouper la verbalisation de leurs pratiques à travers 5-6 blocs de compétences pour en faire une formation. Donc, le petit clip qui a précédé cette diapo-là, c'était pour essayer pour ceux qui ne connaissent pas tellement l'environnement de ces sportifs de haut niveau, c'était de vous donner une idée, de vous plonger dans des pratiques hebdomadaires, dans des pratiques quotidiennes. C'est-à-dire que c'est ça que vit un sportif de haut niveau, et ce, à longueur de temps. Donc, vous vous rendez bien compte que cette richesse du quotidien,
non formalisé, non consigné. Lorsque la carrière s'arrête et qu'il s'agit à un moment donné pour ces sportifs de haut niveau de penser reconversion, de penser nouveau projet de vie, s'ils n'ont pas l'occasion par une forme d'extériorité de venir consigner ces formes de pratique, ben, ça en arrive à des choses qui, au bout de X années passées sur les terrains, ben, finalement se délitent, sauf si vous êtes effectivement des personnes qui sont sur le très 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 haut niveau, et là vous n'avez pas besoin de faire de publicité de votre propre carrière, c'est les entreprises qui viennent vous chercher pour créer de la valeur. Mais pour le reste, et la plus grande partie de ces sportifs de haut niveau, cette partie-là, elle est vraiment essentielle. Donc on avait une réponse, et j'en avais parlé pas mal avec Gianluca, on parlait beaucoup d'héritage, et je me suis dit, mais donc on voulait la sortir, cette licence, on voulait la sortir en septembre 2023, et vous comprenez bien que là, Paris 2024 nous fait une publicité sans nom parce que tous les soirs, vous branchez votre téloche et vous avez des reportages sur le quotidien des sportifs, soit des sportifs qui essaient de mener de front à la fois leur vie professionnelle et le fait de se préparer au jeu, les retours de maternité, mais aussi la partie estudiantine. Et là, je trouvais qu'on avait une réponse à donner. Et en tout cas, j'étais dans une forme d'obligation de moyens. Et je me suis dit, ben, on a la chance d'avoir une écoute favorable de ma gouvernance sur les sujets de la reconnaissance. Donc, poussons le bouchon, faisons une formation, non pas en aménagement, mais en pleine reconnaissance. Alors, c'est quoi les conditions d'une reconnaissance pour le coup ici sur la L3P sportive de haut niveau? Et bien évidemment, la reconnaissance, ça n'a de sens que lorsqu'elle euh, s'ancre dans un écosystème. C'est-à-dire que là, depuis le 3 avril à minuit, nous avons les candidats de cette L3P SHN et nous avons 99 futurs étudiants qui ont validé leur licence. Et donc, ça va du surfeur champion du monde à la nageuse équipe de France, au basketteur en centre de formation, à la fille qui est aujourd'hui en Pologne dans une équipe de basketball professionnelle. Bref, le but du jeu de la reconnaissance, c'est de ne pas simplement faire ramener l'individu dans un écosystème neutre que peut être l'université, mais bien évidemment faire remonter les richesses des écosystèmes multiples afin de faire découvrir aux autres également qui appartiendraient à cette licence L3P SHN la façon dont les différentes compétences se mettent à l'œuvre, et ce, aux quatre coins de la France. On parlait d'action et de situation, et c'était pour faire écho à Serge, je sais pas s'il est encore là, il a peut-être dû nous quitter. Non, il est parti. Il est parti. C'est de parler d'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pratique n'a de sens que parce qu'elle se reconnaît dans une forme d'action, donc avec des attributs qui pourraient être remarqués et remarquables, mais également dans des situations. C'est-à-dire que cette licence L3P, l'évaluation des compétences et l'évaluation des modules se font systématiquement en situation par des témoignages en vidéo de la façon dont la pratique s'exprime. Et je pensais à ça quand je t'écoutais tout à l'heure, Gianluca. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, mais peut-être que tu l'as prévu, que l'action du volontariat est peut-être associée à un témoignage vidéo de moi avec ma dotation Paris 2024 pour témoigner finalement de mon action de volontariat, que ce soit sur de la logistique, que ce soit sur de l'aide aux sportifs, que ce soit peu importe les sujets, mais de se voir en situation qui permettrait peut-être d'aller sur une autre forme de reconnaissance, non pas simplement à partir de le fait de sticker avec un référentiel, mais peut-être de se reconnaître à travers peut-être ne serait-ce que la dotation vestimentaire. À distance, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est qu'on ne peut pas aller sur ces formes de reconnaissance si on ne se dote pas d'outils permettant de l'apprécier à distance. Et enfin, de façon synchrone et asynchrone, là, Serge nous a quittés. J'espère qu'il va reconnaître mon propos, et parce que justement, il aurait l'occasion de le choper de façon asynchrone. J'avance parce que pour moi, aujourd'hui, l'université, c'était une non-assistance à sportif en projet. Et donc, je trouvais ça complètement douloureux parce que les seules réponses qu'a aujourd'hui l'université, en tout cas les organismes de formation par rapport à ces statuts de sportifs de haut niveau, c'était des réponses d'aménagement. Et en fait, c'est des étudiants qui finalement passent leur temps à récupérer les choses, soit les cours, soit d'être décalés et pointés du doigt parce qu'ils demandent un examen prioritaire ou un examen spécial. Et donc, on a voulu insister sur la reconnaissance, et la reconnaissance effectivement des formes de pratique que les sportifs de haut niveau partageaient sur leur terrain.
Merci. Merci à toi. Autre témoignage passionnant et on voit que le lien entre les différentes personnes au travers de cette communauté de la reconnaissance ouverte et des open badges se fait. Et ça montre aussi que le travail qui est fait de terrain est fort utile. Alors, la première question qu'on a, c'est celle d'Arnaud. Comment les sportifs de haut niveau obtiennent-ils les badges? Et deux autres questions. Quelle démarche doivent-ils faire? Et également, les BC1 à 6 sont-ils badgés? OK. Donc, il y a deux questions. Alors là, sur les deux premières, comment les sachets obtiennent-ils les badges et quelles démarches doivent-ils faire? C'est-à-dire que semestre par semestre, là, je parle des statuts or, argent, bronze, hein, pour les étudiants sportifs de haut niveau. Donc, ils déposent un dossier avec des attestations d'engagement sur la partie entraînement et niveau de compétition. C'est-à-dire qu'ils doivent fournir un emploi du temps pour dire, bah voilà, le lundi de telle heure à telle heure, voilà ce que j'ai, et voilà tous les week-ends dans quel niveau de championnat je suis engagé. Et à partir d'un score qui est déterminé par rapport à un niveau de volume horaire et un niveau de compétition, ils ont soit le bronze, soit l'argent, et soit l'or. Et le statut vaut un semestre. C'est-à-dire qu'au début du semestre prochain, à nouveau, les sportifs de haut niveau qui seraient intéressés d'avoir le privilège d'avoir le statut, notamment par rapport à la partie aménagement et la partie reconnaissance en termes. Ils ont le droit à un module chez nous de deux crédits ECTS sur les 180. Alors, c'est pas beaucoup, mais ça peut quelquefois valider un semestre. Donc, en fait, semestre par semestre, ils déposent une candidature et c'est une commission qui étudie les dossiers et qui vote et qui distribue les statuts. Ça, c'est pour les premières, tes deux premières questions. Et enfin, pour la licence L3P, donc la licence pluridisciplinaire projet personnel sportif de haut niveau, les badges sont une occasion pour nous dévier d'appartenir à du partage de vidéos des formes de pratique. Ça veut dire que si j'ai donc chaque module, on appelle ça des box dans notre sémantique, chaque box donnera la possibilité à l'étudiant de venir réclamer le badge. Et en fait, pour pouvoir avoir le badge, il va falloir qu'il dépose la petite vidéo d'une minute 32 minutes sur le témoignage de la mobilisation des ressources du cours associé pour pouvoir avoir la box. Je te donne un exemple sur la nutrition. Ils vont suivre des cours universitaires classiques sur les apports nutritionnels. Ils vont bien évidemment se faire évaluer comme n'importe quel étudiant à l'université sur la restitution fidèle des niveaux de connaissances qu'aurait pu apporter le prof pour pouvoir valider la première partie de l'évaluation. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir que pour pouvoir valider la box, il va falloir également qu'ils envoient une vidéo témoignant de la mobilisation des principes. Et là, pour le coup nutritionnel, donc tu peux très bien imaginer un exemple d'une petite vidéo de 32 minutes sur le Nutri-Score, sur la préparation des repas, sur le calibrage des glucides, des protéines, etc. Et peut-être de les calibrer aussi par rapport à une planification sportive. Et donc, c'est bien le cumul et de la vérification théorique et de la vérification du témoignage de l'évaluation en approche par compétence qui va faire le jeu de l'obtention de la box. Et alors, pourquoi on a fait ça? C'est pas le badge qui nous intéresse. C'est si Chris Delepierre, il est surfeur en Guadeloupe, et si Sandra, elle est en équipe de France en badminton, tous les deux auront le même Open Badge. Et en fait, ce qui va intéresser les bénéficiaires de l'Open Badge, c'est d'aller regarder comment la pratique de la nutrition se fait pour le surf du côté de Chris et comment cette mobilisation des compétences se fait pour le badminton ou pour la natation, je ne sais plus ce que j'ai dit pour Sandra, enfin peu importe. Mais vous avez compris l'enjeu. En fait, l'Open Badge, on s'encarre un peu de ce qu'il témoigne comme compétence. Ce qui nous intéresse, c'est d'en faire un réceptacle de vidéos témoignant d'une communauté de pratique. C'est ça qui nous intéresse uniquement. Donc voilà pour ta réponse, Arnaud. Merci beaucoup. Il y a des blagues dans le chat en Oui. même temps, évidemment. Et tant mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions, Thomas, Mélissa, Laetitia, Étienne ou Chris également, sachant que Arnaud, tu as encore des crédits de questions, si tu veux aussi. Je voudrais pas abuser. Mais c'est très bien. J'avais Abuse, peut-être une n'hésite pas. question. Alors, Mélissa, vas-y.
Oui, bon, je sais que la formation se lance là très prochainement. Quand on est étudiant, ça remonte pour moi, mais quand même, je me rappelle, on a besoin de savoir vers quelles sont les orientations possibles suite à l'obtention du diplôme. Quel est le cas? Est-ce que c'est une autre formation, un master, ou alors ils vont exercer quel métier, quelle fonction? Merci beaucoup pour la présentation. Oh, merci Mélissa pour cette question qui est une question de maman. Euh, et quand je dis de maman, c'est une question de parents. C'est-à-dire que à peine on avait réussi à adresser une réponse par rapport au problème irritant qui était d'éviter la césure de leur enfant parce qu'ils surinvestissent dans leur pratique de haut niveau, on devait répondre du master. Et donc, bien évidemment, les personnes qui font des lettres de motivation et qui vont passer les oraux là pour être sélectionnées pour cette licence full distancielle sont des personnes qui veulent vivre de leur métier, qui veulent vivre de leur talent, excusez-moi, qui veulent vivre de leur talent. Donc, ils veulent devenir pro en danse, ils veulent devenir pro en surf, ils veulent devenir pro en basket, ils veulent devenir pro en hockey sur glace, ils veulent devenir pro en short track. Voilà. Donc, on a ces individus-là, ils ont 18 ans, donc ils sont à 81%, parce qu'on vient de faire les stats. Ce sont des lycéens qui passent le bac cette année et qui essayent de lutter contre la fausse césure, ou une césure par défaut. Donc, en fait, on les accompagne pour qu'ils maintiennent leur niveau de consignation, de verbalisation de compétences. Ça, c'est là où on s'adresse prioritairement. Puis après, pour répondre à ta question, on a identifié 3 parcours à partir de la 2e année de cette licence. Un parcours davantage entrepreneuriat marketing, un parcours plutôt lié à l'optimisation de la performance sportive et un parcours davantage lié à ce que j'ai appelé RH, mais c'est tout ce qui est lors de la transmission, donc à la fois la transmission liée au récit, donc tout ce qui est community manager, etc., mais aussi la transmission, on pourrait parler de coaching, etc. Donc, ce que l'on va faire, Mélissa, c'est qu'on a trouvé déjà 3 masters. On a trouvé 3 masters qui vont descendre, enfin c'est garder l'image, mais qui vont intervenir dès la 2e année, pour que nos étudiants puissent, en tapant à la porte des futurs masters, d'être identifiés ayant suivi non pas la licence pleine de droit, de marketing ou d'entrepreneuriat, mais ayant validé des unités d'enseignement et des crédits ECTS faisant écho à des programmes de master. Donc voilà notre stratégie. Donc on a le master de l'IAE, donc sur Valenciennes, qui va donner un grand nombre de cours pour celles et ceux qui choisiront cette teinte entrepreneuriale. Nous avons le master de Lille, donc de l'Université de Lille, pour l'entraînement et l'optimisation de la performance sportive, qui va venir faire des cours en 2e année de licence. Et nous avons une école, alors c'est soit l'école de journalisme, soit une école de commerce qui est à côté, qui est plutôt sur la partie community manager, mais avec qui pour l'instant on est en deal pour savoir enfin, la façon dont les choses pourraient se mettre en place. Donc, en fait, voilà comment on pense les choses, Mélissa, pour connaître parfaitement, pour y être passé en étant aussi papa d'athlètes qui ont vécu ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, les athlètes à qui on s'adresse, ils ont 2-3 ans, peut-être un peu plus, pour faire carrière, au sens vraiment être focus sur le fait d'avoir leur contrat pro. C'est ça vraiment qui va mobiliser leurs 3 ou 4 prochaines années. C'est vraiment ça. Et donc, notre idée, c'est que d'ici 3 ou 4 ans, ils aient non seulement la validation de leur projet professionnel en tant que sportif de haut niveau pro, mais aussi d'avoir un niveau licence. Puis après, il va se passer, pour le coup, une césure de 2-3 ans où ils vont faire le tour des structures professionnelles et ils reviendront taper à la porte des masters. Donc, ils ont une expérience de sportif de niveau pro, ils ont un niveau de licence avec 180 crédits STTS, et à ce titre, ils pourront, je pense, calmement taper à la porte des masters. Voilà notre stratégie. Merci beaucoup pour la réponse, c'est très clair. Est-ce que je peux me permettre de rebondir? Oui. Ouais. J'ai une question parce que dans les débouchés pour les masters et voilà, le cheminement par lequel vont passer les étudiants sportifs de haut niveau, je n'ai pas entendu le terme STAPS. Donc, est-ce ces étudiants-là ne se destinent pas in fine à devenir des professionnels du monde du sport? Pas du tout. Ok, voilà. Pas du tout. La formation. Nous avons des étudiants STAPS qui viennent candidater à notre licence. Parce qu'en fait, les licences STAPS, vous ne pouvez pas combiner le fait d'être un tennisman de 18 ans qui, pour pouvoir vivre de son talent, est obligé de faire le tour du monde en vous inscrivant en STAPS. C'est mission impossible.
Et je peux vous le dire aisément, j'ai été responsable pédagogique en STAPS pendant 20 ans. Et donc, en fait, on passe notre temps à faire des fausses inscriptions à l'université, à faire des fausses césures. Parce que ces étudiants-là sont partout, partout sur le monde, partout. Donc, on a des étudiants qui voudront peut-être rejoindre une formation STAPS dit classique, mais la formation ne s'adresse pas. C'est-à-dire que ces candidats-là ont choisi cette licence L3 PSHM parce que on faisait le tour à 360 degrés des compétences mobilisées dans leur quotidien, première chose. Et deuxième chose, parce qu'elle était full distancielle. Et on ne veut pas embêter un hockeyeur professionnel à venir faire de la clé et de la danse. Hein, il fera ça le samedi soir au Macumba s'il veut, mais on ne veut pas l'embêter. On ne veut pas l'embêter ça parce qu'il est focus sur le fait de pouvoir ne pas se blesser et de pouvoir vivre et de signer son contrat pro. Donc, j'ai fait ça pendant des années où on obligeait les étudiants, pour avoir leur statut sportif de niveau, de représenter l'université sur les compétitions universitaires. Et il n'y a rien de pire pour un sportif de haut niveau que de venir à un moment donné. Alors, il peut y avoir des copains dans le truc et socialement, ça peut être intéressant, mais ça n'a aucun sens. Quand vous êtes là, joueur pro du LOSC et que vous candidatez, on ne va pas les embêter, permettez-moi, enfin, pour être très poli, on ne va pas les embêter à venir en STAPS faire de la natation. C'est pas là. Leur projet n'est pas là. Ok, merci. Ok, merci. De rien. Thomas, Étienne, Laetitia, est-ce que vous avez des réactions, des questions à l'intervention de Jérôme ou envie d'étendre la réflexion aussi c'est bien entendu ouvert. Thomas, j'ai vu que tu as ouvert ton micro. Oui, pas forcément de questions, mais je trouve ça plutôt riche et intéressant. Alors, avec un peu de recul et sur le sujet, je sais pas si c'est moi au sein de ma boîte qui aurait dû participer à, à l'échange, parce que j'ai des collègues qui travaillent un peu sur le sujet. Alors, je sais pas si je peux en dire quelques mots, parce que je le maîtrise Bien pas sûr, oui, suffisamment, vas-y. mais sur le RecTech, sur tout ce qui est compétences transversales. L'idée aussi serait d'en faire un open badge pour avoir voilà, quelque chose de concret et un petit peu aller au bout de ça sans que ce soit, comme le disait John Luca, un vrai diplôme ou mais quelque chose qu'on puisse, voilà, qu'on puisse matérialiser. Et nous, on le voit sur tout ce qui est diplôme d'éducateur sportif, hein, où on se rend compte qu'en passant les années, le public est de plus en plus jeune. Voilà, on a beaucoup de contrats d'apprentissage avec des jeunes qui sortent du lycée, qui sont très très jeunes sur un manque d'expérience et où finalement, ce qui nous apparaissait plutôt logique il y a quelques années, tout simplement avoir une feuille, un stylo, enlever sa casquette à l'entrée d'une salle de classe, et ben, c'est plus si évident que ça maintenant. Donc en fait, là, on travaille énormément sur voilà, animer une séance, rédaction de séance. Alors c'est tout aussi important, mais il y a peut-être des choses à voir en amont qui sont, voilà, qui sont aussi intéressantes et qui sont pas forcément matérialisables ou référencées voilà, dans les référentiels de compétences des diplômes d'éducateurs sportifs pour l'instant, même si tout va être un petit peu revu là d'ici peu en bloc de compétences et peut-être qu'il y aura des compétences particulières destinées à ce genre de sujet et voilà, un peu transversaux à tous les diplômes. Mais voilà, on travaille aussi un petit peu de notre côté et peut-être que mes collègues, je leur ferai un compte rendu assez précis, bon, j'espère assez pour elles. Mais voilà, elles travaillent aussi un petit peu sur ce sujet-là également. Ok, merci pour ce retour, Thomas. Et de rien. Laetitia, Étienne, Chris. Qu'est-ce que tu veux? Oui, Ouais, bonjour. Étienne, bonjour Étienne. Oui, alors déjà, j'ai loupé le début de la réunion, ce qui fait qu'il y a peut-être des remarques que je vais faire ou des questions que je vais poser auxquelles on a déjà répondu, mais je ne pouvais pas arriver à temps. Et sur le projet qui a été présenté par Jérôme, là, sur la partie sportive de haut niveau, c'est vrai que je ne suis pas du tout sur ce pôle. Donc moi, je suis à la DRAGES, qui est la délégation à la jeunesse, l'engagement et au sport. Sauf que je suis au pôle jeunesse et que la partie sportive de haut niveau, c'est vraiment quelque chose qui m'échappe totalement.
Sur les projets qui ont été présentés tout à l'heure, j'avais en fait besoin d'un temps d'approfondissement, mais qui ne peut pas se faire maintenant, je pense. Mais j'aurais proposé un temps d'échange parce que j'ai une collègue, donc Agnès Lelanic, qui travaille sur la partie insertion par le sport et qui veut aussi voir comment les open badges peuvent aider à identifier des compétences chez les jeunes qui vont permettre d'être reconnus par le secteur du monde de l'entreprise pour pouvoir faciliter les embauches. Et je trouvais que ça résonnait bien avec ce qui avait été présenté. Et je voyais tout à l'heure qu'il y avait le ministère des Sports qui reconnaissait les diplômes, et je me disais qu'il y avait peut-être aussi une possibilité de pouvoir passer sur le ministère de l'Éducation nationale, notamment au niveau de l'administration centrale, au niveau de la JEBVA, pour pouvoir avoir un endossement supplémentaire sur la partie valorisation du bénévolat. Donc là, ce serait plus le bureau de Charles-Émeric Caffin, mais bon, c'est plus des échanges à creuser par la suite. Et je ne sais plus qui avait parlé de l'engagement au sens large plutôt que de rester sur la partie sport, entre guillemets. Mais il y a la maison des associations de Tourcoing qui travaille sur la valorisation des compétences des bénévoles. Donc je me dis, en fait, autant j'ai pas de réponse sur les différentes questions que vous avez abordées, autant je peux faire un lien avec différents acteurs qui sont en train de travailler sur ces questions-là. Je pense qu'il y aurait quelque chose à identifier sur comment renforcer les liens avec la Dragesse et puis avec les projets qui sont menés. Alors, par contre, sur Gianluca, je ne sais pas du tout qui il est. Du coup, est-ce que c'est en Haute-France, est-ce que c'est ailleurs? Voilà, donc il y avait cette première question. Et puis, je me demandais aussi d'un point de vue pragmatique si on pouvait identifier, enfin, normalement on peut, mais peut-être au travers des bénévoles qui seraient suivis sur les JO, ceux qui sont en Haute-France, parce que c'est beaucoup plus simple pour nous d'un point de vue administratif quand on est en structure régionale d'expliquer pourquoi on accompagne des jeunes qui sont dans notre région plutôt que des jeunes qui vont être dans d'autres régions. Donc là, voilà, il y a un point à reprendre peut-être sur le premier projet autour des JO, sur faire de la mise en relation avec d'autres structures et puis voir comment on peut mettre en synergie le projet qui a été présenté au travers des JO et puis celui qui est en train de se construire au niveau de la Dragesse. Super, merci beaucoup. Alors, pour les frustrés qui n'auraient pas pu être présents ou pas en entier, c'est enregistré, donc il y Oui. aura un replay. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, où tu pourras rattraper les éléments. Gianluca est dans le cadre chef de projet pour Paris 2024 pour développer justement une reconnaissance. Voilà, et je ne sais pas exactement comment le badge est configuré, en tout cas celui de bénévole, mais ce qui est sûr, c'est que puisque ça passe par Open Badge Factory et donc Open Badge Passport, on sait qu'on a la cartographie qui est tout à fait possible. Donc par rapport à ta question d'identifier qui est où sur le territoire, ça doit évidemment être possible. Enfin, c'est certainement très possible, à charge pour, comme on le sait, pour chaque détenteur du badge de se localiser. S'il ne le fait pas, voilà, c'est toujours comme c'est libre et c'est bien. Oui. Ça fait que parfois on n'a pas toutes les informations et parfois on les a. Mais en tout cas, nous, avec Chris, on passera le message effectivement comme quoi toi, ça t'intéresserait de faire le lien, notamment avec les acteurs des Hauts-de-France pour reconnaître ces jeunes. C'est ça, sur la partie sport avec la collègue du pôle sport. Donc, du coup, là, qui est sport pour tous, qui n'est pas sportif de haut niveau, encore une fois, là, c'est pas du tout les mêmes cibles, les mêmes publics. Et puis, sur la partie volontariat au sens large, donc que ce soit via les collègues de la Dragesse ou alors via la maison des associations de Tourcoing. Voilà, donc du coup, je pense qu'avoir un temps pour pouvoir rééchanger et approfondir, ce serait complètement opportun. On pourra tout à fait organiser ça, peut-être au sein du syllabe ou quelque chose comme ça, Ouais. j'imagine. Ça pourrait être tout à fait possible. En tout cas, c'est effectivement, nous, l'objectif de cette première session autour de ces rencontres de la reconnaissance, c'est de parler de ce sujet. On voit qu'on a eu pas mal de retours comme quoi on ne pouvait pas, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'enregistrer parce qu'on sent bien que c'est un sujet, au-delà du fait qu'il soit d'actualité, mais il est vraiment
il y a énormément de gens qui se posent la question, et des praticiens de sport, comme des gens qui accompagnent les sportifs, comme voilà. Et donc tout cela forme une communauté extrêmement riche, avec des compétences, des appétences, des savoir-être, des savoir-faire. Et donc cette séance de travail était plus pour introduire les sujets avec deux angles vraiment très différents, D'accord. très complémentaires, et reste effectivement à poursuivre, avec l'idée de créer une communauté de pratique Hauts-de-France, voire nationale, évidemment, puisque ça a tout son intérêt de se répandre un peu, de s'étendre, pardon, c'est plus joli comme mot, sur l'ensemble du territoire. Arnaud, tu voulais poser une question? Oui, non, je voulais réagir par rapport à ce que vient de dire Étienne, parce que c'est vrai que bon, moi, je représente Réseau Canopé, donc qui est sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, à ce titre-là, je participe au groupe de travail de la DGESCO qui instruit la question des open badges en éducation. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent ou ont assisté à des séances, mais donc la question des open badges est clairement adressée en ce moment par le ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons donc eu un contact aussi via le ministère des Sports, là pour le coup par un chargé de, je ne sais plus sa fonction exacte, mais c'est Pierre-Emmanuel Panier. Et l'idée, ce serait d'aller vers une valorisation, là, pour le coup, des jeunes officiels, jeunes arbitres, voire jeunes reporters. Donc, tous ces jeunes qui s'engagent à travers le sport pour remplir des fonctions, s'engager dans l'associatif, mais dans le sportif, on cherche à pouvoir leur apporter une reconnaissance via les open badges. Ceci se faisant évidemment en étroite collaboration avec ce qui va sortir du groupe de travail de la DGESCO. C'est-à-dire que comme ce groupe de travail est censé délivrer un cadre technique et un cadre d'usage pour les open badges au sein du ministère, on est bien sûr très vigilant à ce que ce qui en sortira pourra être compatible. Voilà. Donc, ça apporte pas tellement de réponses, mais c'est pour dire que c'est un sujet d'intérêt et qu'on avait bien identifié les Hauts-de-France comme un potentiel lieu d'expérimentation pour ce sujet-là, et que les discussions d'aujourd'hui me confortent dans cette idée-là. Donc, je serais ravi de rentrer en contact plus étroit avec Étienne ou avec d'autres qui souhaiteraient en parler. Voilà. Ok, très bien. Jérôme? Juste une petite idée au passage. C'est quelque chose que j'avais discuté avec Jean-Luc donc au tout départ. Et donc j'ai vu qu'il n'y avait pas eu ce sujet-là qui avait été pris. Mais je trouve que parler de volontariat, de bénévole à travers ce qu'il nous a présenté, c'est un super truc, notamment sur les parties reconnaissance transversale. Mais si jamais on pouvait circonscrire ça dans des situations identifiables du type, c'est en situation de logistique, c'est en situation de communication, c'est en situation médicale, etc. Ça pourrait donner l'idée, et notamment grâce au mapping, enfin, le fait de pouvoir être mappé, si tu le veux, en disant j'ai l'open badge volontaire des Jeux et j'habite en Hauts-de-France, de dire j'ai été volontaire et donc du coup, en cliquant sur le badge, non seulement j'ai le référentiel tel qu'il nous l'a proposé, plus une pratique justifiant l'environnement dans lequel cette pratique a été réalisée. Parce que si jamais dans cette définition, dans cette pratique, il y a le mot, par exemple, logistique, Sandra. On pourrait très bien dire, hey, bravo pour ton investissement. Veux-tu continuer l'aventure de la logistique grâce à la petite formation qui est à côté? Et donc, au lieu d'avoir, et c'est pour ça que ça colle parfaitement, enfin parfaitement, à mon idée du récit des pratiques informelles via la volonté d'aller poursuivre la formation, on aurait un système inversé. Non pas du candidat qui essaye d'avoir une veille pour trouver sa formation, mais des organismes de formation qui poussent sur l'expression de la pratique avec une proximité d'organismes de formation. Je vois très bien faire ça, c'est-à-dire que dans les 45 000 volontaires, il y aura certainement des gars qui habitent sur du Hainaut-Cambrésis. Le fait de pouvoir les identifier sur le Hainaut-Cambrésis en disant j'ai été volontaire dans les Jeux et j'ai évolué là-dedans, et lui dire tu sais que tu peux aller chercher, enfin,
c'est pas obligé, mais si tu as envie de continuer l'aventure autour de cette compétence-là, viens ici, on peut continuer le chemin. Et je trouve qu'il y a de ça qui manque un peu, c'est-à-dire ces compétences transversales, ok, mais c'est des compétences transversales en situation. Quand je vais aider, moi, à faire des maraudes le soir, quand je fais un atelier plateau de sportif le samedi matin, lorsque je fais de l'assistance pour personnes en électronisme, enfin, tous les sujets de l'action de volontariat, c'est toujours dans des choses liées à un contexte particulier. Et je trouve qu'il n'y a pas, il manque ça. Il manque le fait de travailler sur un réseau sémantique tout simple pour dire bah, c'est en logistique que je l'ai fait. Je donne l'exemple de logistique parce qu'on a une formation logistique. Voilà, c'est juste pour vous donner l'exemple. Mais d'avoir un organisme de formation qui pousse du contenu, un, déjà pour féliciter de l'engagement, et deux, pour continuer l'aventure. Je trouve que ça mériterait d'être poursuivi. Alors, je te rejoins absolument. C'est une évidence que ça serait intéressant, et d'autant plus intéressant et obligatoire de mettre en place parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour avoir ce niveau d'information de où on a fait sa pratique, il faut vraiment rentrer dans l'épreuve. Et ça, si on imagine rentrer dans 45 000 badges, on sait que c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il faut articuler Oui, cette compétence-là. Ce que nous a bien passé, comme moi, en tout cas, ce que j'ai bien entendu, le message de Gianluca, c'est un point de départ. Servons-nous de cet appui fort que tu portes aussi, toi, au niveau de l'universitaire, ce qui est vraiment quelque chose d'aussi très structurant. Quand on voit le Greta, etc., moi, je trouve que c'est très, très encourageant pour justement implémenter, construire d'autres briques qui permettent de faire des liens. Et les badges servent à ça pour faire de la reconnaissance des acquis de l'expérience, pour aller chercher des nouveaux talents dans des organisations, mais aussi pour proposer à des diplômes. Enfin, voilà, il y a plein de passerelles à créer et il y a du boulot. voilà, c'était une idée comme ça. Mais super, merci. Merci, merci. Il est 55, on ne peut pas dépasser en général. S'il n'y a plus d'autres questions sur ce sujet précisément, on va vous faire un tout petit point d'actu sur les prochains événements. Alors, j'ai un tout à fait d'accord d'Arnaud sur cette démarche. David qui arrive, alors on est à la fin, il faudra David que tu écoutes le document, enfin le replay. Est-ce que je prive quelqu'un si je boucle la conversation, la visio, en faisant un peu d'infos? A priori, j'ai pas de questions. Donc, merci. Alors, comme info, les prochaines dates, déjà, avec le collectif Badgeon Hauts-de-France, on vous propose de se retrouver autour des compétences qui, cette fois, sont plus liées à l'entrepreneuriat. Mais là, dans les référentiels que j'ai vus, il y a énormément de choses. Et Jérôme, tu l'as dit aussi, qui sont complémentaires. Donc, le 14 mai, Chris et moi et d'autres intervenons auprès d'un collectif qui s'appelle ADEF-Comp. Donc, là, je vous invite à suivre LinkedIn, mais aussi, on va faire une newsletter. Donc, ça sera le 14 mai. Le 20 juin, et ça sera un temps de festif qu'on vous propose à Lille. On vous dira exactement où, mais ça serait l'occasion de se retrouver tous autour justement de nos idées et de venir les partager dans un temps assez informel, mais autour de la reconnaissance ouverte, évidemment. Donc, un temps festif le 20 juin. Et ensuite, je vais par ordre de région. En octobre, on interviendra dans le cadre de la Fabrique du Changement sur aussi les badges dans les organisations pour faire reconnaissance et pour changer les pratiques au sein des organisations en termes de management notamment. Et gros événement qui là est à l'échelle de reconnaître et qui aura lieu à Sète, donc dans le sud de la France, du 3 au 5 juin. Donc c'est le deuxième forum des Open Badges, où moi j'ai envie de vous inviter, et toi Jérôme, et tous ceux qui sont intéressés par la reconnaissance ouverte, les Open Badges, et qui ont des projets
à défendre. Je sais que Étienne a aussi développé des badges dans un autre cadre que celui qu'on évoque aujourd'hui, mais de venir être des témoins et de venir partager vos expériences parce que là, cette année, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de particulièrement faire des ponts, des relais au niveau de l'emploi et des entreprises. Et donc, tout ce qui a été évoqué aujourd'hui montre bien qu'il y a plein de fils à tirer. Donc, je vous invite à être des participants témoins, grands témoins lors de cet événement. Vous pouvez vous inscrire. Chris vous a partagé dans le chat le lien qui vous permet de vous inscrire. C'est forum.openrecognition.org. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vais laisser Chris clore ou ajouter un dernier mot si vous voulez, s'il veut surtout. Moi, j'ai entendu plein de choses qui me font rebondir dans ma tête et que j'ai pas le temps de partager là. C'est très frustrant, mais c'est qu'un début et voilà, c'est ce qu'on se dit, c'est un point de départ. Non, merci en tout cas à tous pour vos partages, hein. Effectivement, finalement, on voit qu'entre les domaines, hein, que ce soit le sport et autres, on peut trouver justement des liens et des ponts. Gianluca, voilà, a dû se déconnecter pour un problème de réseau, mais en tout cas, il nous salue bien. Voilà, merci également Jérôme pour ta présentation et ton témoignage. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous très vite, hein. Il y aura pas mal de choses autour de la reconnaissance ouverte et des open badges prochainement. Et puis voilà, l'idée, en tout cas avec Badge Moyen de France, c'est de pouvoir créer ces communs de reconnaissance, en tout cas ces badges partagés entre les différents domaines. Et donc, s'il y a des choses autour du sport, voilà, on s'identifie les uns et les autres pour pouvoir créer du lien et mutualiser nos badges et nos supports. Voilà. Merci à vous. Bon début de semaine en tout cas. Et puis voilà, à très vite. Je Merci à vous. clore À la très vite. visio. À bientôt. Merci. Merci.